Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Voici les principales informations de ce lundi 11 novembre. Un Maraamou qui souffle plus longtemps que prévu, la sécheresse aux Marquises ou encore la montée des eaux au Tuamotu. Dans cette édition, nous parlerons environnement en marge de l'ouverture de la COP29 en Azerbaïdjan. Le traitement des déchets est un enjeu environnemental majeur au Fénois. Plusieurs opérations de nettoyage sont organisées ponctuellement par des associations. Ce mois-ci, les Eco Warriors sont en mission ramassage. Pour parler écologie au niveau local et international, nous accueillons en plateau Jackie Briand, le secrétaire général du parti politique Heura les Verts. L'AS Dragon va affronter samedi l'US Avranches Mont-Saint-Michel dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France. Le match est prévu à 14h en plein milieu de l'après-midi, des conditions météo qui devraient être favorables aux footballeurs tahitiens. À la fin de cette édition, nous irons dans les champs de Temana et Victorine Noho, un couple d'agriculteurs de Huahine qui cultivent sur près de 6 hectares. Leur production nourrit une bonne partie de l'île. Leur portrait est à retrouver à la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. L'armistice de la Première Guerre mondiale a été célébré aujourd'hui, lundi 11 novembre, dans plusieurs régions en France. À Tahiti aussi, au Monument aux Morts, une commémoration de la victoire et de la paix a été organisée en présence notamment du haut-commissaire Eric Spitz, de la vice-présidente du gouvernement Chantal Gallon, du président de l'Assemblée de Polynésie Anthony Géros ou encore de la députée Nicole Sanquer. Le 11 novembre, c'est surtout l'occasion de montrer son patriotisme et son attachement aux valeurs républicaines. Philippe Lédé, directeur du service territorial de l'Office national des combattants pour la Polynésie, nous partage son point de vue au micro de Mirko Vanfoot. Depuis 2008 que le dernier poilu français est décédé, eh bien, ce n'est que de la mémoire. Il faut continuer à transmettre le combat, les épreuves, les souffrances de nos anciens, de nos aïeux qui ont combattu pour que nous, aujourd'hui, les jeunes générations, nous puissions vivre libres et avoir à l'esprit que la liberté, on l'a eu, nous, on a eu la chance de l'avoir en naissant, mais elle n'est pas acquise définitivement et peut-être qu'un jour, il faudra être prêt à notre tour à combattre pour que nos enfants puissent vivre libres. Les anesthésistes du CHPF du Taoné et une partie du personnel de la clinique Paoufhaï pourraient être en grève à partir de demain. À l'hôpital, le syndicat des anesthésistes dénonce un épuisement professionnel qui pourrait conduire à des problèmes de sécurité des patients. Ce soir, pour les anesthésistes, des négociations sont encore en cours. À la clinique Paoufhaï, les revendications du syndicat Atiaïmois concernent l'ensemble du personnel et portent davantage sur la revalorisation des salaires. La COP29, la conférence climatique annuelle organisée par l'ONU, a débuté aujourd'hui à Bakou, en Azerbaïdjan. Pendant 10 jours, les pays doivent fixer le montant de l'aide climatique des États développés pour les pays impactés par le réchauffement climatique. Le phénomène est visible en Polynésie. Aux Marquises, les sécheresses sont de plus en plus sévères et au Tuamotu, la montée des eaux perturbe les habitudes des populations. Les précisions de Caroline Fari sur des images de nos correspondants. Premier effet du changement climatique constaté en Polynésie, le Maraamou, ce vent du sud censé durer jusqu'en septembre, continue de souffler en novembre. Un phénomène à rajouter à la montée des eaux subie par les habitants des Tuamotu. Exemple à Hao. Depuis quelques années, le phénomène s'accélère. La végétation du littoral est rongée petit à petit et inquiète la population. Déjà là, quand il y a la marée haute, ça vient juste là devant là. C'est pas loin de la maison. Ouais, c'est pas loin. Alors, il suffit encore qu'il y ait une grosse marée, poum, et ça ronde. Dès que ça ronde, on va assumer tout ça, et puis voilà. Les habitants du littoral s'adaptent comme ils peuvent. Ils ont recours au système D pour limiter les dégâts. Surélévation des plantes et enrochements sont mis en place par cet agriculteur. La mer est quand même morte et ça tue les plantes. On est obligé de tous se lever les cultures. À ras du sol. On a fait une digue, ma petite femme on a décidé de mettre une digue parce qu'on a de l'eau qui rentre dans nos coups. Aux Marquises, c'est surtout la sécheresse qui sévit. Depuis plusieurs années, les Marquisiens subissent un manque de pluie handicapant et mortel pour la végétation. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu cette sécheresse sévir aussi longtemps sur l'île de Wampo. Et mon père me racontait
94 ans quand même. Même lui, il n'a jamais connu cette sécheresse aussi longue. Tous ces acacias qui meurent, tous les cocotiers des flancs de montagne qui meurent aussi. Sécheresses longues et intenses, montée des eaux, épisodes pluvieux violents engendrant des inondations, l'impact du dérèglement climatique se fait bel et bien sentir pour les habitants des îles polynésiennes. Et pour parler environnement et de la COP 29, nous recevons le secrétaire général du parti Heura Les Verts. Bonsoir Jacques Briand. Merci d'avoir accepté notre invitation. La COP 29 organisée en Azerbaïdjan a débuté. L'Azerbaïdjan, c'est un pays aux fortes ressources fossiles. Il y a plusieurs chefs d'État de grande puissance aussi qui sont absents. Aux États-Unis, Donald Trump vient d'être élu. Il garantit qu'il y aura plus de forages encore. Est-ce que la santé de la planète, d'après vous, c'est vraiment la priorité de la politique mondiale? Absolument pas. Même s'il y a ces conférences internationales, nous étions à Copenhague où on a voté pendant la conférence plus de 100 millions de dollars. Ensuite, il y a eu la réunion à Paris où l'ensemble des États ont signé les accords de Paris. Les États-Unis à l'époque avaient signé. Trump à ce moment-là arrive, amène à ce que les États-Unis sortent. Ils sont revenus sous Joe Biden. Ils sont revenus et là... Et ils pourraient sortir de nouveau. Mais bien sûr. Donc on est confronté aujourd'hui à un choix de société pour lequel le populisme qui mène un certain nombre de dirigeants, pour plein de raisons, fait qu'on va se retrouver devant une priorité. La question est de savoir, est-ce que la priorité, c'est un débat institutionnel? C'est ça la question de fond. Là, vous parlez de la Polynésie, spécifiquement. Que ce soit la Polynésie ou ces différents États qui sont dans une réflexion aujourd'hui, lorsqu'un grand pays comme les États-Unis sort de la situation dans laquelle, alors qu'on a une institution qui s'appelle l'ONU, la priorité qui a été demandée, c'est que ces investissements puissent permettre la transition. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'était prévu pour les États qui ont les moins de moyens. Or, les États-Unis viennent de vivre 2 séquences où il y a des incendies mais qui n'ont pas réussi à contrôler, et donc on fait porter la responsabilité sur les démocrates. Ensuite, il y a eu des phénomènes d'inondation de partout. Demain, j'espère qu'il n'y aura pas de nouvelles reprises de telle activité. Ce sera les républicains au pouvoir. Est-ce qu'on va accuser? C'est parce que les institutions sont menées pas... Ça n'a rien à voir. Peu importe la couleur politique, ça on l'a bien compris. En tout cas, Jacques Briand, 116 milliards de dollars sont alloués par ces grandes puissances aux petits pays qui sont impactés. Ils demandent, ces petits pays, 10 fois plus. Oui. On a beaucoup de scepticisme du côté des grandes nations. Est-ce que c'est justifié, bien sûr, ce budget? Je vais donner un exemple très précis pour la Polynésie, et nous nous battons pour cela. Aujourd'hui, nous dépendons du fossile à 90%. Pour faire tourner nos véhicules, nos machines et tout ce que l'on veut bien. Nous mettons sur le marché plus de 22 milliards par an pour en importer. Nous défendons l'idée que la transition est vers l'autonomie ou la souveraineté énergétique. Et on soutient le carburant, par exemple. Oui, passe par le développement de l'énergie thermique des mers. On a fait la démonstration. Quand je dis on, l'ensemble des gouvernements ont fait la démonstration que pour l'hôpital de Taoné aujourd'hui, on fait quelque chose comme 700 millions d'économies. Ça a coûté de l'argent en investissement, mais on sait quel est le rapport à la suite. Le développement de l'énergie thermique des mers, ce n'est pas pour faire du frais, c'est pour faire de l'énergie. Pour réduire nos dépendances. Et dans un second temps, pour réduire notre capacité ou ce que nous dépensons pour pouvoir mettre de l'argent sur l'amélioration de ce que l'on a vu tout à l'heure. Comment on aide ces populations? Si on pouvait récupérer 700 millions pour aider ces populations, c'est autant pour les Marquises que pour les Tuamotu. En tout cas, ces projets écolos existent, il faut donc les soutenir. On va revenir avec vous, Jacques Briand. On s'intéresse d'abord aux soldats écolos qui étaient de sortie aujourd'hui pour combattre la pollution et surtout faire de la sensibilisation. Depuis 2016, les éco-warriors, comme on les appelle, mènent régulièrement des opérations de nettoyage. Ils étaient près de 200 ce matin sur le spot de Hitimahana à Mahina. Sibelle Plichard, Jérôme Lee. Sous l'œil médusé des kitesurfers et des riverains, les éco-warriors arrivent en force sur cette magnifique plage de la côte est de Tahiti. Allez, top départ! Ce n'est pas la première fois que la Brigade Verte invite les jeunes à observer ce triste spectacle près de l'embouchure de la rivière Tuaouru. C'est quand même dommage que les gens sont comme ça. Au lieu de jeter dans les poubelles qu'il y a, je sais pas, c'est pas dur. Hein. Tu prends un plastique poubelle, tu mets tes déchets dedans, tu vas jeter dans les poubelles grises. C'est triste de voir tous ces déchets. Et après, ils vont se retrouver dans la mer. Et après, ce sont les poissons, les tortues qui vont les manger. Et
Et après, c'est nous qui allons manger les poissons. Les spécialistes le confirment. En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. C'est carrément la pêche aux déchets, là. Ah oui, on est à la kermesse, mais version tahitienne. Voilà, c'est ça. Il faut prendre soin de notre île parce que c'est important. Déjà, on n'est pas beaucoup sur l'île, donc ce serait un minimum mieux de prendre soin de la nature. La pollution est terrestre et clairement humaine. La rivière charrie les détritus depuis la vallée et à cela vient s'ajouter un problème de collecte. On peut bien trier, on veut bien faire ça, mais comment? Dites-nous comment. On est à la plage, les détritus viennent, on a nos détritus personnels. Mais comment tu veux trier? On les trie et on les met où? Il y a un problème de collecte, ça c'est une certitude. Voir les responsabilités entre la commune, le pays, c'est un problème. C'est des maisons qui sont sur la plage. Mais il y a un léger mieux. Il y a des déchets ce matin, mais il fut une époque où on avait des montagnes de déchets. L'être humain ingère 5 grammes de plastique par semaine, soit l'équivalent d'une carte de crédit. Être amoureux de la nature ne suffit plus, il faut agir. Il faut faire attention à la nature. Hein. Si nous, on veut jouer avec le vent et l'océan, il faut aussi faire attention à ce qu'il y a autour. Donc attention à la pollution, quoi. Qu'on aide la Terre à plutôt l'aider pour qu'elle survive. Une grande partie de la pollution plastique mondiale est générée par les produits à usage unique. À partir de juillet 2025, leur importation et leur utilisation sera progressivement interdite en Polynésie. Malgré tout, le combat des éco-warriors est sans fin. Jacques Briand, des opérations comme celle-ci, on en voit tous les mois. L'association Brigade Verte, Mama Natura, ce sont des bénévoles qui agissent. Est-ce qu'on pourrait faire mieux au niveau des pouvoirs publics rapidement? C'est un choix de société. Quand on entend cette petite dit qu'on jette ce que l'on a acheté, ça veut dire qu'au départ, la consommation de tous ces produits-là, il faut être interpellé là-dessus. La seconde chose, il y a de plus en plus de produits aujourd'hui qui peuvent être consignés. Tu prends la bouteille de gaz, tu prends un certain nombre de bouteilles de bière, je peux rappeler de la publicité, qu'elles sont consignées. Donc il y a des démarches d'ordre organisationnel au niveau de notre manière de consommer pour réduire. Mais pour le ramassage, du coup. Le ramassage est une étape qui peut être portée à condition que vous... C'est comme une pirogue. Tu as commenté Hawaii Kinui, s'il n'y a pas de balancier, ça ne tient pas. Donc on est obligé d'avoir les deux éléments. Oui, il faut réfléchir à la collecte qui est la phase, pas terminale, mais qui est une phase, mais néanmoins, la consommation est fondamentale. Et donc, il faut réfléchir à ce niveau-là. Et donc, il y a une responsabilité des importateurs, il y a une responsabilité des distributeurs, il y a une responsabilité du commerçant, enfin, du consommateur. Quand je vais faire mes courses, j'essaie de faire en sorte que ça ne soit pas le produit où il y a le plus d'emballage. Mais le choix peut être fait. Avoir une conscience éco-citoyenne pour tous. Merci beaucoup, en tout cas, Jacques Briand, d'avoir répondu à nos questions. On rappelle donc que la COP29 se tient en Azerbaïdjan jusqu'au 22 novembre. Vous allez bien sûr suivre les conclusions avec attention. Et puis, on va s'intéresser aussi à une prochaine opération de la Brigade Verte, prévue donc les 13 et 16 novembre. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, le président du Sénat, ont passé leur deuxième journée officielle en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, les deux représentants du Parlement français ont prononcé des discours devant le Congrès calédonien, puis se sont rendus au Mont-d'Or Sud en navette maritime. En soirée, une rencontre avec la population calédonienne a été organisée à la mairie de Nouméa. La 25e édition de la Feria Carrefour, traditionnel rendez-vous sportif du 11 novembre, s'est achevée aux alentours de 17h30. 8 km de course à pied entre les deux grandes surfaces de Fa'a et de Punaouia. Près de 180 participants ont pris le départ, un record. Victoire chez les femmes de Salomé de Barthès, la triathlète, en 29 minutes et 50 secondes. Couronnement chez les hommes de l'incontournable Damien Trocnet en 26 minutes et 34 secondes. On écoute le champion au micro de Mirko Vonf. Sympa d'avoir une victoire. Je connaissais Guénaël, du coup on a fait une course commune en gros jusqu'au, on va dire, à la mairie de Fa'a, un peu après. Et puis après, j'ai réussi à m'échapper, donc voilà, j'ai profité de l'occasion. Je le félicite parce qu'il vient juste d'arriver en septembre, donc c'est vrai qu'avec la chaleur, c'est pas facile de courir ici. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de gagner. En plus, c'est une belle fête populaire, il y a plein de monde. Et puis je crois que c'est le début des courses, parce que là, jusqu'en décembre, il y a une course par week-end. Donc les fans de course à pied, ils vont être servis.
Et c'est tant mieux. Les adversaires de l'AS Dragon pour le 7e tour de la Coupe de France de football sont arrivés ce matin à Tahiti. L'US Avranches Mont-Saint-Michel va affronter l'équipe de Titioro samedi au Stade Pater. Match prévu à 14h. En 2016, l'AS Dragon avait déjà joué contre Avranches et avait été corrigé 9-0. Un doux parfum de revanche donc plane au-dessus de cette rencontre. Les joueurs de Timiona Assen se préparent depuis plusieurs semaines pour ce match qui va se jouer à domicile en plein milieu de l'après-midi. La préparation physique a donc été intense. Nicolas Suir et Dylan Fels ont assisté à l'entraînement collectif de cet après-midi. Entraînement à 13h pour l'AS Dragon. Objectif, s'habituer à jouer aux heures chaudes afin de mettre toutes les chances du côté tahitien. Je veux mettre le match à 14h. Pourquoi à 14h? C'est le seul moment où il faut déstabiliser l'équipe. On met à 18h, c'est une équipe qui joue très bien au ballon. Par contre, à 14h, ils vont jouer peut-être 5-6 minutes au ballon, mais après ils vont lâcher parce qu'il fait très chaud. Bien sûr, les entraînements demeurent la clé de la réussite. Il y en a donc 4 cette semaine. L'équipe doit maintenir un niveau technique élevé face à des adversaires a priori supérieurs. Ça fait quasiment un mois qu'on est concentré aussi sur ce match, mis à part le championnat. Donc voilà, on a été demandé aujourd'hui pour une préparation, même si c'est férié. Donc voilà, on est tous concentrés, on est tous concernés sur l'objectif du club, c'est de passer ce tour. Et puis, bien évidemment, la condition physique doit être au top pour l'AS Dragon qui compte être sur tous les ballons grâce à un pressing haut jusque sur les défenseurs. C'est notre point fort, le physique. Comme on a un coach qui nous fait courir presque voilà, tous les jours. Et bon, jusqu'à aujourd'hui, ça nous a servi et porté chance, donc on continue comme ça. En 2016, Dragon avait perdu dans le froid 0-9 contre Avranches. Samedi, nous verrons si un match à 14h en saison chaude peut renverser la vapeur. L'agriculture bio se développe à Ho'otuamotu. L'association Biofetia était cette semaine sur l'atoll pour notamment inspecter les détenteurs du label Bio Pacifica délivré par l'association. Ce label garantit le respect de la norme océanienne d'agriculture biologique. 3 producteurs de Ho l'ont déjà obtenu. Ils doivent passer par un contrôle annuel pour pouvoir le garder. 7 agriculteurs supplémentaires, surtout des vaniculteurs, ont été auditionnés pour obtenir ce label Bio Pacifica. Heiva Atawira de Biofetia est au micro de Mathieu Allot. Chaque année, depuis la création du groupe local sur Ho, donc en 2022, on vient revisiter nos agriculteurs qui ont eu la garantie. Donc on fait chaque année un audit pour revoir si leurs pratiques qu'ils faisaient déjà sont toujours conformes par rapport à la norme pour pouvoir avoir le label. Donc ma mission là depuis mercredi, c'est de revenir les visiter, faire un suivi du groupe local, voir les nouveaux agriculteurs qui sont intéressés par l'agriculture, donc les former, leur expliquer déjà la base de l'association et après les faire entrer dans l'association pour qu'ils aient le label. Direction Huahine, à la rencontre de ce couple d'agriculteurs remplis d'humilité. Temana Noho et sa femme Victorine, plus de 40 ans qu'ils travaillent la terre pour nourrir non seulement leur famille, mais aussi une bonne partie de l'île de Huahine. Rencontre signée Kaliniena et Teofanter Itua. Temana, c'est littéralement l'énergie, un prénom qui lui va comme un gant. 60 ans aujourd'hui, il a quitté l'école à 14 ans pour consacrer sa vie à la terre-mère nourricière, qui le lui rend bien. Grâce à ses 6 hectares, Temana garantit une production de légumes pour toute l'île de Huahine. Le travail, c'est pas difficile. C'est difficile de aller chercher le travail. On a les patrons. Et là, on n'a pas de patron, c'est toi qui travailles. Un fa'apu d'abondance, de la germination à la mise en terre en passant par le labourage et l'arrosage, Temana cultive toutes sortes de légumes verts qui nécessitent beaucoup d'attention. Aujourd'hui, c'est le poivron. Demain, c'est les potas. Demain, on prend les potas et la salade. On va au magasin, et au bord de la route,
Et dès que la famille, les copains qui viennent, on donne. Nettoyer tout ça. Victorine, l'épouse de Temana, est sa binôme dans cette vie d'aventure. Elle traque mauvaises herbes et petits insectes nuisibles et elle assure aussi les multiples récoltes. Le lundi, quand on coupe pour le collège et pour la ville, il faut compter au moins 3, les bacs là, qu'on a plantés là-bas, 3. Et une fois que c'est tout enlevé, il y a les rejets qui vont aller tout de suite. La réputation de Temana et Victorine n'est plus à faire, ou quand amour de la terre rime avec qualité alimentaire. Oui, il y a beaucoup de commandes, de demandes des locaux de chez nous. Ouais, des fois, j'arrive, il n'y a plus de salade. On a déjà qui ont appelé, commandé de la salade. La production agricole de Temana et Victorine s'exporte de Huahine à Bora Bora, lorsque c'est possible. L'information principale de ce lundi 11 novembre, la COP29 a débuté aujourd'hui à Bakou en Azerbaïdjan. Cette conférence annuelle climatique doit fixer le montant de l'aide des États développés, donc les plus pollueurs, en faveur des territoires les plus touchés par le réchauffement climatique. En Polynésie, depuis plusieurs années, les marquises font face à la sécheresse et les Tuamotu à la montée des eaux. Depuis 2 ans, les grandes puissances donnent chaque année 116 milliards de dollars, mais les pays impactés par le changement climatique demandent 10 fois plus. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. À demain. Prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.